Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce jeudi. Inauguration officielle en district de Houillé où nous parlions tout à l'heure d'actualité. Donc, inauguration officielle à Houillé de la première station automatique de surveillance de qualité de l'air en altitude au Rwanda. Ce programme vise à renforcer la capacité des pays à faire face aux impacts du changement climatique grâce à l'amélioration des prévisions, du traitement et de la diffusion des données météorologiques, contribuant ainsi à améliorer la qualité des prévisions des systèmes d'alerte précoce et des services d'information météorologique et climatique. Il contribuera également à renforcer la capacité du pays à s'adapter au changement climatique, à fournir des alertes précoces et à soutenir le développement durable. À cette occasion, une réunion a rassemblé divers organismes gouvernementaux et des experts en météorologie. La ministre de l'Environnement, Madame Bernadette Alamaye, ainsi que des représentants de REMA, du PNUD et de Météo au Rwanda. Et toujours en parlant de coopération entre le Rwanda et la France, les analystes des relations entre les deux pays ont estimé que l'attitude actuelle de la France, fondée sur la reconnaissance de la vérité historique actuelle aujourd'hui, concernant le génocide perpétré contre les Tutsis, laisse espérer que les personnes soupçonnées d'y avoir participé et qui se sont réfugiées sur son territoire continueront d'être poursuivies en justice. Jean-Benoît Michel nous en dit plus. Les ouvrages Recherche et témoignages ont documenté le rôle direct joué par la France durant le génocide perpétré contre les Tutsis de 1994. Cette réalité a longtemps pesé sur les relations entre les deux pays. Les premiers signes d'un rapprochement sont apparus sous la présidence de Nicolas Sarkozy, lors de sa visite historique au Rwanda en février 2010, comme l'a appelé le président de la République du Rwanda, Paul Kagame. Cette démarche a été initiée par le président Sarkozy, que je tiens à remercier aujourd'hui pour sa visite historique au Rwanda en 2010. Il avait reconnu que la France avait commis de graves erreurs et que n'avait pas été à mesure d'assumer ses responsabilités pour empêcher le génocide. Le chef de l'État rwandais a également salué le rôle joué par le président Emmanuel Macron, ainsi que sa volonté de poursuivre le rapprochement entre les deux nations. Cette amélioration des relations bilatérales s'est accompagnée d'avancées judiciaires concernant les personnes impliquées dans le génocide perpétré contre les Tutsis et a trouvé refuge en France. En 2014, le capitaine Pascal Simbikangwa est devenu le premier Rwandais jugé en France pour des faits liés au génocide perpétré contre les Tutsis. Pour Dafros Gauthier, membre d'une organisation engagée dans la lutte contre l'impunité, une volonté politique accrue demeure toutefois nécessaire afin d'accélérer le traitement de plus d'une trentaine de dossiers encore en attente. Des dossiers sont effectivement traités et des personnes sont jugées, mais il subsiste des difficultés dans la manière dont ces procédures sont menées. Nous demandons à l'État de mobiliser davantage les moyens afin d'accélérer ces procès, car le temps a déjà beaucoup passé. Il est nécessaire de renforcer les ressources consacrées aux enquêtes, puisque de nombreux dossiers restent encore à examiner. Le président français Emmanuel Macron a, pour sa part, affirmé l'engagement de la France à coopérer avec les autorités judiciaires et les organisations concernées afin que les auteurs présumés du génocide perpétré contre les Tutsis présents sur le territoire français répondent de leurs actes devant la justice. Ces dernières années encore, la justice française a poursuivi son travail. Il le fallait. Mais ce que vous avez dit pour conclure tout à l'heure, madame, est juste. Et nous allons y veiller. Des procès se sont tenus, d'autres enquêtes se poursuivent. Personne n'est ni ne sera au-dessus des lois. Et à celles et ceux qui pensaient avoir trouvé sur notre sol le refuge du temps ou l'abri de l'oubli, la justice française s'est trouvé les moyens de répondre.
Aucun crime contre l'humanité ne peut bénéficier de la prescription ou de l'impunité. Aucun. Et je le redis avec force, justice sera rendue. Et je salue à ce titre le travail inlassable des associations de partie civile qui jouent un rôle fondamental dans ce processus, le travail des avocats, le travail des magistrats. Chemin de vigilance aussi. Ces blocs irrécusables sont devant nous aussi comme des injonctions. Injonction à ne jamais nous accommoder, ne jamais oublier que ces masses obscures renferment aussi ce que l'esprit humain peut avoir de barbare. Ne cédons rien à la haine raciste de tous les jours. Et comme le dit l'auteur rwando-canadien Benjamin Sehene, le génocide commence quand on regarde son voisin comme un étranger. C'est vrai. Le seul remède à cet abandon de chaque jour, à ce mal qui n'est jamais banal mais qui devient courant, est un devoir de fraternité. Et comment imaginer que le risque a disparu? Comment ne pas s'épouvanter devant la force de frappe aujourd'hui des propagandes en ligne? Le commissaire aux affaires juridiques de l'association de rescapés du génocide Ibuka, maître Janvier Baingana, estime que même si les blessures du passé ne sont pas totalement enfermées, les positions actuelles de la France constituent un signal encourageant. Il souligne néanmoins que les survivants attendent des actions concrètes pour que les engagements exprimés se traduisent par une justice effective. Un pas supplémentaire doit être franchi. Le véritable résultat attendu est que la justice soit rendue aussi bien aux personnes ayant agi à titre individuel qu'à celles qui agissaient au nom des institutions ou d'organisations. Il ne suffit pas de se souvenir ou de prévenir de tels crimes. Il faut également en demander des comptes à ceux qui y ont participé directement, y compris à travers leurs éventuelles extraditions vers le Rwanda. En 2014, la justice française a jugé 8 ressortissants rwandais pour des faits liés au génocide perpétré contre les Tutsis et à des crimes contre l'humanité. Plus récemment, les autorités judiciaires françaises ont indiqué que 36 personnes d'origine rwandaise faisaient actuellement l'objet d'enquêtes dans le cadre de procédures portant sur leur participation présumée au génocide perpétré contre les Tutsis. La ville de Kigali a estimé que la zone artisanale de Gisozi devrait être relocalisée vers un espace plus vaste afin de répondre à sa croissance et de prévenir plusieurs problèmes, notamment les incendies qui l'ont frappé à plusieurs reprises ces dernières années. Une perspective qui suscite toutefois des inquiétudes parmi les artisans et les entrepreneurs qui exercent leurs activités. Les occupants de la Kachililo de Gisozi expliquent avoir consenti d'importants investissements sur ce site. Ils reconnaissent être confrontés à plusieurs difficultés qui affectent leur travail au quotidien, mais craignent que le déplacement de cette zone compromette les efforts et les ressources qu'ils ont déjà engagées. Pour le maire adjoint de Kigali et chargé des infrastructures, l'ingénieur Fulgence Dusabimana, la principale difficulté réside dans le manque d'espace. Selon lui, cette zone artisanale est aujourd'hui devenue trop exiguë pour répondre aux besoins de ses occupants et devrait donc permettre à transférer vers un site plus adapté à son développement. De leur côté, les artisans estiment que d'autres solutions devaient être envisagées avant toute délocalisation, notamment le renforcement des mesures de prévention et de lutte contre les incendies, plutôt qu'un déménagement complet de la zone. La question a également retenu l'attention des sénateurs qui l'ont demandé à la ville de Kigali quelles garanties seraient offertes aux investisseurs ayant engagé des capitaux importants dans ces zones et dans quelles mesures ils seraient associés aux décisions susceptibles d'avoir un impact sur leur activité. En réponse, l'ingénieur Fulgence Dusabimana a assuré qu'aucune décision ne serait prise sans concertation avec les coopératives
Et les entrepreneurs concernés soulignant que le dialogue reste au cœur du processus envisagé. Installé à Gisozi depuis plus de 20 ans, après son transfert du centre-ville de Nialoudienye, la zone artisanale de Gisozi occupe actuellement une superficie de plus de 7 hectares. En cas de relocalisation, elle pourrait être transférée dans le secteur de Jawana, dans le district de Gasabo, où un terrain de plus de 36 hectares a déjà été identifié. Et le système de Iwachu, basé sur les dossiers médicaux électroniques communautaires, est une plateforme numérique mise en place par le ministère de la Santé et le Rwanda Biomedical Center afin de moderniser le travail à des agents de santé communautaires grâce aux smartphones qui leur sont distribués. Ces derniers peuvent enregistrer et consulter directement les informations relatives aux ménages, aux femmes enceintes, aux enfants et aux patients suivis dans leur communauté. Cette innovation vise à améliorer la qualité des données de santé, à assurer un suivi des patients en temps réel et à faciliter la prise de décision des agents de santé communautaires en remplaçant progressivement les registres de papier par une application mobile unique. Le système permet une meilleure gestion des informations sanitaires tout en réduisant les risques de perte ou de détérioration des données. Sur le terrain, les bénéficiaires de cette technologie témoignent déjà de ses avantages tant dans la conservation des informations médicales que dans l'amélioration de la prise en charge des patients. Cette technologie a résolu de nombreux problèmes. Autrefois, nous utilisions des registres papier lors des visites à domicile, mais ils pouvaient se perdre, être endommagés par la pluie ou se détériorer avec le temps. Aujourd'hui, toutes ces informations sont regroupées dans un seul téléphone. On y trouve notamment les données relatives aux femmes enceintes ainsi que le carnet de suivi des enfants et des femmes enceintes. Alors qu'auparavant, les foyers étaient remplis de documents. Tout est désormais numérisé et facilement accessible. Ces téléphones constituent une véritable résolution. Chaque fois que nous fournissons un service ou qu'un patient vient de se faire soigner, nous pouvons immédiatement consulter ces informations. Par exemple, pour les enfants souffrant de la diarrhée, le système nous alerte automatiquement grâce aux indicateurs affichés. Il nous aide à identifier ceux qui doivent recevoir un traitement ou être orientés vers une structure de santé, selon des aspects que nous apprécions particulièrement. Des principales liaisons aujourd'hui aériennes du Moyen-Orient est saluée par le secteur horticole rwandais. Les exportateurs y voient donc une opportunité de renouer avec leurs acheteurs, de récupérer les parts de marché perdues et de renforcer la position du Rwanda sur les marchés mondiaux. Les retours des vols de Rwandair vers Dubaï et Doha rétablit donc un lien essentiel pour l'un des secteurs d'exportation plus dynamique du pays. Plus de détails avec Patrick Nilidandi. La reprise progressive des vols intervient après des semaines de perturbations dues aux tensions régionales au Moyen-Orient qui ont affecté les transports de passagers et des marchandises. Gisèle Kaitesi, superviseur chez Cold Solution Rwanda, une entreprise de services frigorifiques, indique que les volumes de produits destinés à l'exportation est en hausse depuis un certain temps. Depuis le début de cette crise, les produits vivriers arrivaient ici et étaient stockés, mais ne sortaient pas des entrepôts frigorifiques. Mais maintenant, ces produits prennent la destination de clients sans problème à l'étranger. Pour les exportateurs rwandais, la réouverture de cette liaison signifie un accès renouvelé et l'un des marchés les plus importants. Nous nous réjouissons de voir les vols cargo reprendre les airs. Nous espérons que tout sera stable dans 1 ou 2 mois. Nous espérons pouvoir récupérer nos clients, car certains pourraient avoir cherché d'autres fournisseurs dans l'entretemps. Dans un second temps, nous espérons que le vol des passagers va retrouver son élan avant la crise
et le nombre va progresser. Les hôtels vont réouvrir et les fournisseurs trouveront ainsi des débouchés pour les produits agricoles. Les acteurs du secteur indiquent que des produits comme les fruits de la passion, les piments, figurent parmi les denrées qui devraient bénéficier de ces rétablissements. Les Émirats arabes unis constituent à la fois un marché des destinations et une porte d'entrée reliant le produit frais rwandais aux acheteurs d'Asie et d'ailleurs. Si les exportateurs se sont félicités de cette réouverture, Rwanda souligne que les perturbations ont mis en évidence l'importance cruciale du corridor au Moyen-Orient pour le fret rwandais. Rwanda Cargo est en train d'étendre ses destinations. Une étude est menée pour déterminer les destinations de choix de la compagnie Rwanda Cargo souhaiterait donc augmenter sa capacité de tonnage pour satisfaire sa clientèle. Parmi les futures destinations, il y a l'Afrique, plus loin Istanbul, Jeddah, en Arabie Saoudite et Oman. Derrière chaque vol à destination des Dubaï et des Doha se cache une chaîne d'approvisionnement qui s'étend des exploitations agricoles et des chambres froides jusqu'aux rayons des supermarchés internationaux. Les exportations rwandaises vers le pays du Moyen-Orient sont estimées entre 300 et 500 millions de dollars américains par an, la grande majorité étant destinée aux Émirats arabes unis. Et donc, les partenaires du district de Ngoma ont affirmé que si l'agriculture de conservation continue de se développer et que les mesures de protection de l'environnement restent une priorité, le district de Ngoma poursuivra sa croissance économique. Lors de cette exposition, des praticiens de l'agriculture de conservation et des investisseurs du secteur conseilleront les visiteurs sur les éléments à prendre en compte pour garantir la productivité agricole. Ces acteurs clés ont affirmé que compte tenu des spécificités du district de Ngoma, a privilégié l'agriculture de conservation des sols et la protection de l'environnement en général contribuerait à la croissance économique de la région. L'une des responsables du district de Ngoma, Nionadila Nathalie, a souligné l'importance de promouvoir cette agriculture de conservation des sols car elle profite des agriculteurs travaillant sur des terres insuffisamment arrosées. L'exposition qui s'est déroulée sur 3 jours était consacrée aux activités agricoles et d'élevage, aux produits agricoles à valeur ajoutée et à l'artisanat. Plus de 50 acteurs clés y ont participé. Les investisseurs et les analystes ont affirmé que l'utilisation prolongée de terrains à vocation industrielle est l'une des raisons des pertes financières du pays. En effet, ceux qui en ont besoin ne peuvent y accéder et démarrer leur production rapidement. Ils soulignent le problème alors que même dans les zones industrielles du pays, plus de 10 hectares ont été attribués à ces entrepreneurs qui n'y ont pas construit d'usine depuis un certain temps, comme le révèle le rapport de l'auditeur général. Le récit de Patrick Niledandi. L'entrepreneur Nyonguru James Kenny explique qu'il avait besoin de terrain dans des zones industrielles, mais qu'on lui a répondu que les terrains convoités étaient déjà occupés. Il s'est donc retrouvé à travailler dans un endroit qui ne le satisfait pas. Le rapport de l'auditeur général pour 2024-2025 révèle que 11,5 hectares de terrain d'une valeur de 541,2 millions de francs rwandais ont été attribués à 11 entrepreneurs. Or, ces derniers ont dépassé les délais des 18 mois qui leur avaient été impartis pour y construire des usines. Les terrains sont toujours disponibles et certains y sont installés depuis plus de 100 mois. L'auditeur général du gouvernement, Alexis Kamuhire, a porté cette question à l'intention des membres de l'Assemblée nationale afin de recueillir leurs observations. Le ministère du Commerce et de l'Industrie indique suivre de près ces dossiers et avoir identifié plusieurs causes à ces problèmes. Le directeur général de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat au ministère du Commerce et de l'Industrie, Troyelgois Christian, révèle que ces terrains ne sont pas simplement enregistrés au nom des entrepreneurs qui les reçoivent. Ces derniers doivent également se conformer à certaines conditions. Outre ceux qui n'ont pas construit sur le terrain qui leur ont été attribués, 14 investisseurs n'ont pas versé plus de 227 millions de francs rwandais prévus dans les contrats signés avec les Minicom lors de l'attribution de ces terrains en zone industrielle.
Un audit réalisé en janvier 2026 par le Bureau de l'auditeur général des finances publiques a révélé que cette situation perdurait depuis 1 à 15 ans. Les directeurs de l'Institut des évaluateurs immobiliers professionnels, Mugisha John, affirment que lorsque ces terrains ne sont pas utilisés conformément à leur destination, cela représente une perte pour le pays en termes de production industrielle et d'emploi. Dans le cas de la deuxième stratégie nationale pour un développement accéléré, le taux de croissance industrielle était de 11%. Il était prévu qu'il atteigne 9,5% en 2025. À ce jour, 320 usines ont été construites à travers le pays, dont 70% sont pleinement opérationnelles. Les investisseurs du secteur minier au Rwanda ont appelé le gouvernement à renforcer les mesures de lutte contre l'exploitation minière illégale dont l'ampleur ne cesse de croître dans différentes régions du pays. Selon eux, cette pratique a entraîné des pertes importantes pour les entreprises légalement établies et a réduit les recettes que l'État pourrait tirer de ce secteur stratégique. Jean-Benoît Michel nous en dit plus. Selon un rapport de l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz, RMB, le nombre de cellules administratives touchées par l'exploitation minière illégale est passé de 125 en 2023-2024 à 327 en 2024-2025, soit une augmentation de 161%. Cette situation a des conséquences négatives sur la sécurité des travailleurs, l'environnement, les conditions de vie des populations ainsi que le revenu de l'État. Les habitants des districts concernés expliquent que ces activités sont souvent menées de nuit par des personnes qui s'introduisent dans des sites miniers dont l'exploitation a été suspendue. Certaines personnes recrutent des jeunes et leur demandent d'extraire des minerais pour les leur remettre ensuite. Lorsque nous essayons de les dénoncer ou de leur faire comprendre qu'ils agissent illégalement, ils nous menacent et nous demandent de nous taire. L'augmentation de plus de 200 cellules où s'exerce cette exploitation illégale a également été soulignée par l'auditeur général de finances de l'État. Alex Kamhide, dans son rapport, couvre l'exercice clos de 30 juillet 2025. Lors de nos inspections, nous avons constaté que 4 sociétés autorisées menaient également des activités dans des zones où elles n'est pas habilitées à opérer. Ces cas ont notamment été observés dans le district de Nyarugenge, Bugesera et Gicumbi. Après la présentation de ce rapport, plusieurs parlementaires ont exprimé leur inquiétude face à la progression de l'exploitation minière illégale et ont appelé à des mesures fermes pour y mettre fin. La forte augmentation des activités minières illégales exige des actions concrètes. Les citoyens doivent comprendre que l'exploitation non autorisée nuit à l'économie, décourage les investisseurs respectueux des règles et pose également des problèmes au niveau international. Lorsque des minerais franchissent les frontières sans que leur origine soit clairement établie, cela soulève des préoccupations car ils peuvent provenir d'activités illégales. Les autorités locales doivent également être tenues responsables dans la lutte contre ce phénomène. Le rapport de l'auditeur général révèle par ailleurs que plus de 900 sites miniers avaient été suspendus par le RMB. Certains investisseurs demandent toutefois que les permis soient réexaminés afin que ces gisements puissent être exploités légalement et contribuer à l'économie nationale. De nombreuses entreprises, petites ou moyennes, ont vu leurs activités suspendues. Cette situation crée parfois des tensions car l'arrêt de l'exploitation légale favorise indirectement l'essor de l'exploitation illégale. Nous souhaitons que des autorités réexaminent nos dossiers et nous restituent les autorisations nécessaires afin que nous puissions contribuer au développement du pays tout en participant à la lutte contre l'exploitation illégale. Pour Sanzineza Ernesto, investisseur dans le secteur minier, l'exploitation illégale porte préjudice aux biens allaitant qu'aux opérateurs économiques.
Lorsque l'extraction est réalisée dans des zones non autorisées, les entreprises légales perdent parfois leurs travailleurs au profit des réseaux informels. Cela compromet les investissements réalisés, réduit la production et affecte l'économie nationale. De plus, les accidents sont fréquents. Certaines personnes perdent la vie ou restent handicapées après l'effondrement de galeries. C'est un problème préoccupant. Dans le cadre de la deuxième stratégie nationale de transformation NCT2, le Rwanda ambitionne de porter les revenus issus des exportations minières à plus de 2,2 milliards de dollars américains. Le secteur minier est également appelé à jouer un rôle majeur dans la création d'emplois et dans l'accélération du développement économique du pays. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.